liberté abstraite ou théorique, mais la liberté d'agir, la liberté fondamentale pour les maires de décider, de financer leurs ambitions et d'innover au service de leurs concitoyens. Cette liberté qui nous manque tant aujourd'hui est la condition sine qua non d'une démocratie vivante et solide, tant au niveau local que national. Un mandat sans précédent, 6 années d'épreuves et de combats. Ce mandat municipal a été éreintant. Si les épreuves ont ébranlé et usé certains des nôtres, elles n'ont pas entamé notre volonté collective de défendre dans l'unité et la combativité la commune, sa nécessité et son efficacité. Le mandat est un système stable à court terme et viable à long terme, malgré les fluctuations. Nous l'avons montré et démontré. Nos concitoyens le confirment clairement, les communes sont robustes. Pendant la crise sanitaire, là où l'État était défaillant, les maires ont fait la preuve que leur action était indispensable. Ils ont organisé la distribution des masques, coordonné la vaccination, veillé sur les plus fragiles et maintenu la continuité du service public. Leur connaissance du terrain, leur capacité à agir vite et à mobiliser les solidarités locales ont fait la différence. La proximité n'a pas été qu'un simple atout, elle a été la condition même de l'efficacité publique. C'est le sens du droit constitutionnel à la santé, garantissant aux citoyens l'accès aux soins et la protection de leur bien-être, un droit que les communes contribuent à mettre en œuvre sur le terrain. Puis ce fut l'agression russe contre l'Ukraine, qui a projeté ses ondes de choc jusqu'au budget de nos communes. Chargées d'assurer l'éclairage des rues, le chauffage des écoles, des crèches, des gymnases, des salles des fêtes, nos collectivités se sont vues imposer un étranglement financier injuste. Certains ont même eu la facilité de nous reprocher la hausse de nos dépenses, feignant d'oublier que nos budgets ne pouvaient être insensibles à la poussée inflationniste qui frappait nos économies. Une réalité implacable qui a sapé nos projets, étouffé nos investissements et mis à l'épreuve, jour après jour, notre détermination à préserver nos indispensables services publics. Séculaire de centralisation, qui lui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités locales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain. C'était en 1968. En 1982, François Mitterrand renforçait ce constat en déclarant « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Nous en sommes revenus là. La décentralisation ne saurait se réduire à un simple ajustement administratif ou à une redistribution comptable des compétences. Elle est avant tout un choix de société, un acte fondateur de confiance dans la capacité des collectivités à se gouverner elles-mêmes. Elle fait naître un souffle d'espérance dans les mairies, les départements et les régions, une promesse de liberté faite au quotidien. Mais aujourd'hui, la décentralisation a reculé sous les coups de boutoir de la recentralisation financière et de dépenses contraintes, loin des ambitions fondatrices. L'élan de décentralisation s'est embourbé dans les sables d'une technocratie tatillonne et d'un État impotent. De sécurité, la réalité de la sécurité, du narcotrafic, j'y reviendrai, de l'immigration, du vieillissement. Et il est vrai que les élus ultramarins, mes chers collègues, vous affrontez des risques naturels, sécuritaires, économiques, sociaux, démographiques exacerbés. D'ailleurs, très souvent, les Outre-mer sont précurseurs des défis du pays entier. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez assumé la fonction des Outre-mer. Le vieillissement de la population, je pense notamment aux Antilles, le narcotrafic,
l'immigration massive qui est toujours évoquée à juste titre à Mayotte, parfois en Guyane, la sécheresse qu'il y a en Guyane, les risques climatiques partout et notamment dans le Pacifique, évidemment la violence évoquée tout à l'heure pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les solutions qui sont apportées localement dans les Outre-mer et qui servent à tout le pays. Parce que nous sommes là pour apporter des solutions. Mais pour apporter des solutions, encore faut-il pouvoir agir, et pour cela, nous avons un seul mot d'ordre, vous l'aviez compris, ce sera aussi celui de la trame de mon discours. J'imaginais André Léniel, je comprenais la métaphore en patineur artistique, je dois avouer que ça m'a marqué pendant tout ce propos. Au cours de ces figures imposées, je vais essayer de ne pas trop déraper dans ces figures libres, mais la liberté, elle s'exprime aussi dans ce propos. Et l'AMF a fait l'actualité plus que jamais au cours de ce congrès. C'est une très bonne chose, parce que l'actualité de l'AMF, c'est en réalité l'actualité des maires de France. Et je pose cette question étourdissante. Pourquoi faire un projet en 2025, construire une école, je ne parle pas d'aller sur Mars, construire une école, ou un incinérateur, faire réaliser un aménagement urbain, est-il beaucoup plus long, plus compliqué et plus cher en 2025 qu'en 2000? Pourquoi? Alors que tout a progressé depuis. Ce ne sont pas les travaux qui sont plus longs, ce sont uniquement les procédures obligatoires préalables. Ce n'est pas un progrès, c'est une régression. À cause des procédures, des autorisations, du harcèlement textuel que nous subissons, notre démocratie régresse et nous sommes pour le progrès. Le progrès, c'est faire plus vite, plus fiable, moins cher, plus efficace, plus beau, plus fort. Les collectivités aujourd'hui sont contraintes, pour celles qui le peuvent, de payer systématiquement des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce qui amplifie la fracture territoriale entre les entités qui ont une ingénierie et des moyens financiers et la ruralité qui est une fois de plus trahie par ces procédures. Et vive la France. Merci. Ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui est le décret d'obligation pour l'automatisation de tout ce qui relève du chauffage ou de la climatisation. Est-ce qu'il faut aller vers un meilleur pilotage des énergies dans les bâtiments municipaux? Oui, c'est une évidence. C'est même une source d'économie et c'est bon pour la planète. Mais tel que le décret est écrit aujourd'hui, l'obligation va tomber sur l'ensemble des communes en 2027. C'est-à-dire 1 an après le début du mandat municipal. Quelle équipe municipale renouvelée, ou pire ou mieux, j'en sais rien, qui va s'installer dans les conseils municipaux en mars prochain, peut, dès la première année, dire, ben voilà, on va consacrer toute notre énergie à appliquer une norme qui descend. Et bien ça, je vais modifier ces décrets tertiaires conformément à votre demande, Monsieur le Président Lisnard, pour réétaler l'ensemble de la pente de ces normes. Ce qu'on va faire sur le décret tertiaire, on va le faire sur l'ensemble des autres normes, pour tout simplement à nous de nous adapter à la réalité du mandat municipal, c'est-à-dire 2026-2032, et de faire en sorte, par exemple, et vous serez consultés, que cette obligation tombe en 2030. La commande publique. La commande publique. 100 000 € le seuil pour les marchés de travaux. C'était une dérogation et normalement l'année prochaine c'est terminé. Pourquoi mettre fin à cette dérogation? Et donc là aussi je vais prolonger ce seuil à 100 000 € pour l'ensemble des marchés de travaux, c'est du bon sens. Le seuil à 40 000 € pour les acquisitions de fournitures, qui est fondamentalement un acte d'achat récurrent, quelle que soit la taille des collectivités territoriales. Pourquoi 40 000 € alors que le maximum peut être mis à 60 000 €? Je vais donc prendre un décret pour mettre à 60 000 € le seuil pour les marchés publics, pour les achats de fournitures. Et puis si on va plus loin, pas besoin de recommander des rapports, pas besoin d'aller chercher encore à gagner du temps ou à en perdre. Vous avez des missions, celle du maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, la mission de l'ancien ministre Éric Woerth, le travail, cher Gilles Carrez, du Comité national d'évaluation des normes. Toutes les pistes sont déjà sur la table. Et je me suis fait sortir justement quelques exemples. Quelques exemples qui pourraient nous permettre de prendre, d'ici à Noël, un premier méga décret, en quelque sorte, qui va nous permettre d'élaguer
beaucoup de normes et beaucoup de décrets qui me semblent complètement surréalistes. Alors, celles et ceux qui vont nous écouter à l'extérieur, qui ne sont pas élus locaux, vont sans doute trouver ça un peu bizarre. Je tiens tout de suite à les prévenir. Mais autoriser la réunion des commissions départementales de coopération intercommunale, les CDCI, en visioconférence. Ne pas organiser les élections au comité des finances locales lorsqu'une seule liste est candidate. Autoriser la fusion de tous les registres de délibération des collectivités locales. Supprimer l'obligation de signature des formulaires CERFA pour les autorisations du droit du sol. Fin de l'obligation d'impression des documents d'urbanisme pour diffusion. Réduire les délais de la commission départementale d'aménagement commercial et l'autoriser, c'est révolutionnaire, sa réunion en visioconférence. Supprimer l'obligation de contrôle bimensuel des incinérateurs, vous en parliez. Ne plus transmettre obligatoirement certains actes de ressources humaines mineures des collectivités au contrôle de légalité. Considérer de facto que les établissements publics d'une commune, le CCAS entre autres, sont régis par la même strate démographique que leur commune de rattachement. Autoriser la réunion d'un conseil de discipline ailleurs qu'au centre de gestion. Fusionner tous les bilans annuels sociaux en un seul document à présenter à l'Assemblée délibérante. Assouplir les conditions de délégation entre les présidents d'un CCAS et le maire, relever le seuil de déclenchement de la procédure de concours d'architecte, supprimer certaines obligations de formation pour des agents les ayant déjà suivis dans leur poste antérieur. Et ma préférée, suppression de l'obligation annuelle de vidange des piscines municipales. Ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître simple, c'est la vie quotidienne de nos élus, des 500 ou 600 000 élus locaux du pays qui connaissent justement ces rigidités. Et donc je vais prendre un décret pour prendre l'ensemble de ces mesures tout prochainement, les 30 premières en décembre. Et monsieur le président Lisnard, vous serez saisi d'un certain nombre de propositions de simplification, notamment pour 70 nouvelles mesures entre janvier et février. Je souhaite que le début du prochain mandat municipal puisse se faire dans la plus grande des simplicités, en tout cas à la mesure de ce que le gouvernement peut faire avec son pouvoir réglementaire.